Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Kaiserfoot, votre émission podcast vidéo diffusion portant sur la Bundesliga et le football allemand en français. C'est avec un grand plaisir que je retrouve mes camarades, à commencer par le Kaiser, tout content qu'avec le printemps qui se pointe le bout du nez, qu'il puisse retourner régulièrement sur les pistes de golf, même si récemment je l'ai vu dans les montagnes enneigées. David Lortolari, allô friend, comment ça va? Allô Mathieu, salut à tous. Ça va bien, ça va bien. On voit effectivement les différentes nuances de vert du printemps qui pointent leur nez ici là en Europe de l'Ouest. Ça fait penser à Greuther Fürth parce que c'est le club qui est en vert actuellement en Bundesliga, le plus mal loti. On a Wolfsburg aussi à l'esprit, on a le Werder Brême aussi à l'esprit. On peut en dire un mot aussi en passant, un Werder Brême qui lutte pour remonter en première division. Il y a du vert qui va bien, il y a du vert qui va moins bien en Allemagne en ce moment. Greuther Fürth n'a pas grand espoir, hein, on l'a dit tout au long de nos émissions cette saison, pour rester en D1. Wolfsburg, c'est coup-ci, coup-ça, comme on dit. Voilà, peut-être une petite digression sur le vert pour vous dire bonjour messieurs, je suis ravi de vous retrouver et de retrouver la verdure des pelouses aussi dans nos commentaires. Oui, en espérant qu'avec tous les discours sur l'environnement qu'on voit au plan politique et tout ça, que ça se traduise dans un avenir lointain ou rapproché, peu importe, parce que le vert des pelouses, surtout au foot, ben, on aime bien la conserver. De notre côté, on retrouve aussi notre autre camarade qui alterne son travail aussi bien comme enseignant que comme étudiant. Bref, les deux côtés de la barrière, si on peut dire. Anthony Tessier, allô Frenda, comment ça va? Salut Mathieu, salut David, salut à tous. Ça va très bien. J'ai réussi à bien jongler, comme tu le dis, entre les différentes sphères de ma vie. J'ai un horaire assez chargé, mais ça va. On est capable de suivre le foot encore, puis de bien en profiter. On a eu droit à des matchs quand même surprenants en Ligue des Champions. On a eu droit à des beaux matchs de Bundesliga dans les dernières semaines. Donc, bien hâte d'en discuter avec vous, messieurs, aujourd'hui. Ah oui, en tout cas, je peux vous dire que ce ne sont pas les sujets qui manquent dans l'actualité du football allemand. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a de cela quelques jours, quelques semaines, il y a eu ce fameux tirage au sort pour la Coupe du Monde où l'Allemagne se retrouve dans le même groupe que l'Espagne, le Japon et le gagnant entre Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. De tous les groupes qui figurent après ce tirage au sort pour la Coupe du Monde au Qatar, beaucoup sont d'accord pour dire que ce groupe où figure l'Allemagne, c'est le groupe où il y a vraiment deux favoris qui se détachent le plus. Et ça s'explique en partie parce que l'Allemagne était dans le chapeau 2, ce qui est assez rare. Sinon, à ma connaissance, puis c'est moi qui est le plus âgé de vous trois, j'ai pas souvenir que l'Allemagne était souvent dans le chapeau 2 lors d'un tirage pour la Coupe du Monde. Ceci étant dit, c'est probablement le groupe où il y a peut-être vraiment, comme je le disais, deux favoris qui se détachent. Alors, j'aimerais connaître vos impressions générales, justement, sur ce groupe et, selon moi, sur le fait que l'Allemagne est plutôt bien tombée, même si l'Espagne demeure un favori, ça risque de se jouer entre ces deux formations pour la première place, sans dire d'avance qui va terminer premier du groupe. Mais je vois mal comment, en dehors de ces deux pays, euh, qui d'autre pourrait avoir une chance de se qualifier dans ce groupe. Je pense que l'Allemagne a quand même toutes les cartes en main là, pour passer au tour éliminatoire une fois rendu au mois de novembre 2022. Alors, je vais commencer par écouter vos impressions générales. David, pour commencer. Alors, David, qu'est-ce que tu penses de ce tirage au sort où l'Allemagne se retrouve dans le même groupe, comme je le disais, avec l'Espagne, le Costa Rica ou le gagnant là, avec la Nouvelle-Zélande et bien sûr le Japon? Pour peut-être quelques éléments très simplement pour aider nos internautes et nos auditeurs à se faire un avis personnel, quelques éléments. Le rebond depuis le retour d'Hansi Flick dans cette Mannschaft, pardon, le retour, la prise en main, la prise de fonction comme sélectionneur d'Hansi Flick, un vrai rebond, des résultats positifs, une énorme majorité de victoires, pour pas dire que des victoires, quasiment. Néanmoins, la conscience en Allemagne par les dirigeants de la fédération, par Flick lui-même, en tout cas c'est ce qu'il a dit, que ça vient peut-être un peu tôt, ce tournoi 2022, pour une vraie maturité de l'équipe nationale. Néanmoins, quand vous écoutez un petit peu, quand vous grattez un petit peu le vernis du discours officiel, quand vous écoutez un petit peu la tendance, les souhaits, les désirs dans le football allemand, on veut aller en demi-finale, on veut aller dans le dernier carré, comme toujours pour une Coupe du Monde pour les Allemands. Il y a eu cette catastrophe 2018, la Russie, très mauvais tournoi, on est éliminé d'entrée, ça n'était jamais arrivé.
On veut considérer que c'est un accident, on veut rebondir, le rebond a été engagé, on vise bien sûr comme date très importante 2024 l'Euro en Allemagne, mais cette Coupe du Monde, on ne va pas se laisser faire. Et si on a ça en tête, l'Allemagne évidemment va être évidemment favorite de ce groupe. Alors après, il y a plusieurs scénarios possibles. Peut-être que Anthony aura une préférence pour l'un ou l'autre d'entre eux. On peut imaginer que les deux gros du groupe, les deux pays européens forts, l'Espagne et l'Allemagne, soient consciemment ou non autour d'une espèce de gentleman agreement avec peut-être un match nul, non pas forcément pleinement conscient au départ, mais forcé par les événements, et avec des victoires sur les autres adversaires et donc une qualification sans trembler ni pour l'un ni pour l'autre. Je ne parle pas d'arrangement, hein, je parle simplement qu'en ayant un niveau proche, on peut imaginer un scénario comme ça. C'est assez probable, peut-être que Allemagne et Espagne se neutralisent dans l'attente de monter en puissance pour la suite du tournoi. Et puis si on imagine un autre scénario, c'est-à-dire une victoire de l'un des deux, on pourra se refaire ensuite une fois qualifié. Mais évidemment qu'en Allemagne, il va y avoir beaucoup de critiques dès qu'il y aurait un mauvais match dans cette Coupe du Monde d'emblée, parce qu'on aura à l'esprit le Mexique de 2018 et on voudra se faire peur aussi parce que la presse est très critique depuis 2018. On a été épuisé par Joachim Löw un petit peu mécaniquement, psychologiquement. Ces 15-16 années de Löw ont un petit peu épuisé les observateurs, les joueurs peut-être aussi mentalement. Voilà, plusieurs scénarios quand même possibles. C'était quand même, il faut le dire, une bizarrerie de ne pas avoir l'Allemagne avec ses X titres de championne d'Europe et de championne du monde dans un chapeau 1. C'était quand même une vraie bizarrerie. Je sais que vu d'Espagne, on est assez prudent aussi. On ne considère pas l'Espagne comme un hyper favori. Il y a des jeunes, il y a de la reconstruction, il y a à digérer les grands anciens qui sont partis. Donc, ce qu'il faut peut-être avoir à l'esprit comme supporter, comme spectateur et comme intérêt d'observateur, c'est que ça va être excitant tout de suite, forcément. Parce que les autres pays sont certes comment dire, dans un bon français, des challengers, des outsiders, mais moindres théoriquement. On va se méfier du Japon, évidemment. Et l'Allemagne, ça va lui servir, cet échec de 2018, parce qu'elle va se méfier plus, parce qu'elle va être un peu plus modeste. Toute la difficulté, ça va être, sera-t-on suffisamment conscient de ses forces pour aller loin, ou sera-t-on un peu sur la retenue, sur la pointe des pieds à cause de 2018, et donc gâcher peut-être une belle occasion de profiter d'un tel tournoi. Je vais mettre les pieds dans le plat, messieurs, et lancer la polémique d'emblée. Je ne vois pas, moi, d'hyper favori pour cette Coupe du Monde. Je n'en vois pas. L'Angleterre intéressante, la France très forte, les Pays-Bas intéressants aussi, mais peut-être un peu jeunes. Peut-être qu'Anthony va identifier un ou deux favoris. Pour moi, il n'y a pas d'hyper favori, donc l'Allemagne peut cartonner, peut aller loin dès 2020. Soyons optimistes. Ouais, c'est pas très polémique ce que tu viens de dire, David. J'ai entendu cette opinion-là circuler largement et je suis même en grande partie d'accord. D'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de groupe de la mort hein, dans cette compétition. Pour une rare fois, on a l'impression que toutes les forces ont été réparties. Mais une fois probablement rendu dans la portion croustillante, là, en huitième de finale, ça risque d'être beaucoup plus serré. Mais effectivement, il n'y a pas de vrai favori qui se dégage. C'est peut-être la beauté de l'affaire. Néanmoins, Anthony, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce tirage et du fait que l'Allemagne se retrouve avec l'Espagne, le Japon et le gagnant entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande? C'est un groupe auquel il faut faire attention quand même. Hein. Comme l'a dit David, je pense que le Japon peut surprendre. Hein. On se rappelle à la dernière Coupe du Monde. C'est à la dernière Coupe du Monde en 2014 qu'il avait failli surprendre la Belgique lors du dernier match. Puis ça, il s'était fait remonter au dernier moment. Il me semble que c'est en 2018. En tout cas, depuis que le Japon a été le co-hôte en 2002 de la Coupe du Monde, le Japon est régulièrement dans le portrait, des fois dans les huitièmes de finale, des fois non, mais il ne faut jamais les prendre à la légère. C'est l'exemple même, je trouve, d'un pays qui, une fois qu'il a accueilli la Coupe du Monde, ils sont beaucoup structurés. Leur ligue professionnelle, on n'en parle pas beaucoup, mais si on compare à la Chine, qui est plus un casino qu'un championnat, pour citer mon ami
Patrick Julliard, le Japon s'est beaucoup structuré avec sa ligue de foot, sans négliger d'autres sports, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a quelques joueurs, des fois, qui vont faire parfois une pré-retraite là-bas, mais qui performent bien. Mais cette structure solide fait qu'il y a des joueurs japonais. Ça donne une sélection pas mal homogène et intéressante à suivre et donc il ne faut pas prendre à la légère, effectivement. Oui, puis il y a de plus en plus de joueurs japonais qui sont exportés dans les grands championnats. On n'a qu'à penser à il y a des joueurs japonais qui sont à Liverpool, à Arsenal. Il y en a eu quelques-uns très bons en Bundesliga aussi. Il y en a encore d'ailleurs quelques très bons en Bundesliga. Donc, je pense que c'est une sélection de laquelle il faut se méfier du côté allemand. Toujours bien préparé aussi, toujours bien prêt physiquement pour ces tournois-là, parce qu'ils ont conscience, les Japonais, qu'il faut combler un petit peu un déficit peut-être par rapport aux tout meilleurs techniciens. Ouais. Voilà, donc ils sont très forts sur 90 minutes physiquement aussi. C'est un adversaire pénible, forcément. Oui, exact. Puis c'est un genre de sélection qui joue un jeu peut-être plus direct, peut-être plus... comme on l'a dit, moins technique, moins tiki-taka si on veut, qui contrôle moins le jeu, mais qui est capable de faire la différence sur les comptes. Puis je pense que c'est un style de jeu qui peut faire peur à l'Allemagne. Surtout une jeune défense comme ça, qui joue très haut, qui essaie de mettre de la pression, qui essaie de contrôler le jeu. On peut se faire surprendre sur les comptes parfois, puis on l'a vu dans certains matchs aussi. Même sous la Hansi Flick, on a vu que parfois la défense n'est pas parfaite. Donc, il va falloir être très prudent. Puis contre l'Espagne, l'Espagne, ça reste un pays qui, en termes d'effectifs, est quand même assez jeune aussi. Hein. Si on se rappelle, c'est un renouvellement d'effectifs qui est en cours aussi du côté de l'Espagne. C'est un peu le même processus que la Mannschaft. Donc, ça va être intéressant de voir où on en est rendu aussi du côté espagnol en 2022 à la Coupe du Monde. Parce que le processus de rajeunissement de l'effectif est à peu près au même point. Donc, on inclut des vieilles gloires, on essaie d'amener des vétérans pour apporter de la stabilité, mais on essaie d'inclure aussi des jeunes pousses. Donc, ça va être intéressant de voir ce mix-là. Moi non plus, je peux pas donner de clairs favoris dans ce groupe-là parce que c'est difficile en quelques mois ou à peine un an de mettre vraiment de voir où en est rendu la Mannschaft par rapport aux autres sélections de ce groupe-là. Moi, seul mauvais souvenir qui me revient à l'esprit, c'est le 6-0 contre l'Espagne. Là. Puis ça me fait un peu peur parce que je me dis si l'Espagne est capable de mettre le doigt sur les failles défensives de l'Allemagne, ça pourrait faire mal parce qu'on sait que c'est une équipe qui aime contrôler le jeu, qui aime, un peu à l'image de l'Allemagne, qui est capable de contrôler le jeu, qui est capable d'avoir la possession, mettre la pression sur l'adversaire, mais qui est aussi capable d'être très tranchante offensivement. Ça peut être dangereux. Ça peut vraiment être dangereux. Puis on sait qu'il y a des joueurs espagnols qui sont capables de faire la différence devant le but. On sait que du côté allemand, c'est plus difficile ces temps-ci, la finition. On a de la difficulté avec ça. On l'a vu dans les derniers matchs. On se crée beaucoup d'occasions. On est capable d'avoir la possession. Mais la mettre au fond, c'est ce qui est plus compliqué. Donc, même les joueurs qui sont supposés la mettre au fond, étant Timo Werner, étant Thomas Müller, présentement, c'est plus compliqué, même en club. Hein. Thomas Müller... je ne sais pas si vous avez vu le match en Ligue des Champions, mais contre Villarreal a manqué plusieurs occasions. Ça a été très difficile. Il n'est pas dans sa meilleure forme, Thomas Müller, devant le but. Donc, toujours aussi bien positionné, mais ça va être important que les joueurs offensifs allemands soient à leur meilleur parce que présentement, c'est la difficulté principale de la Mannschaft, être capable de terminer les occasions. Puis j'ai bien peur que l'Espagne n'ait pas cette difficulté-là. On l'a vu lors des derniers mois. Donc, ça va être un groupe très intéressant. Puis pour ce qui est des derniers qualifiés, soit le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande, je pense qu'on peut quand même... Il faut être prudent. Hein? Le Costa Rica nous a habitués quand même à des beaux parcours. On se rappelle du quart de finale qu'ils avaient fait en 2014 dans un groupe où il y avait, si je me rappelle bien, l'Angleterre, l'Italie et l'Uruguay. Étaient quand même sortis du groupe, donc ce qui est pas peu dire. Donc, moi, je pense qu'il va falloir être prudent dans ce groupe-là, mais l'Allemagne est quand même capable d'aller chercher au moins un top 2. Puis pour ce qui est des favoris à la Coupe du Monde, carrément, c'est tôt un peu pour se prononcer. Hein, comme tu l'as dit, David, je pense qu'il n'y a pas de clair favori cette année, sauf qu'on ne peut quand même pas négliger la France. Je veux dire, l'effectif probablement qui a le plus de profondeur en Europe, le plus de talent offensif. Puis on ajoute à l'effectif qui était là en 2018 certains joueurs comme Christopher Nkunku, qui connaît une saison incroyable, qui a les mêmes statistiques que Kylian Mbappé pratiquement cette année. On ajoute un paquet de jeunes joueurs aussi qui sortent des académies, qui commencent leur carrière en club, qui vont peut-être
réussir à éclore jusqu'à l'année prochaine. Donc, la France reste une sélection extrêmement dangereuse. L'Angleterre, l'Angleterre, à chaque année, on dit it's coming home, mais finalement, ça colle pas toujours. Puis, on a beaucoup de talent, beaucoup d'excellents jeunes joueurs mélangés à un bon noyau de vétérans, de joueurs expérimentés. Ça colle pas toujours, on l'a vu au dernier Euro. Mais je pense que cette année, ça pourrait créer vraiment des flamèches, cette équipe anglaise. Donc, selon moi, les deux favoris présentement, en tout cas sur papier, en théorie, ça reste l'Angleterre et la France. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres pays qui peuvent se prendre. On oublie toujours les Sud-Américains, les Brésiliens, les Argentins. Il faut faire attention à eux quand même. Hein. C'est jamais des sélections qu'on peut compter pour battues. Puis l'Allemagne aussi, hein, d'ailleurs. L'Allemagne, l'Espagne. Donc, ça va être une très belle Coupe du Monde. Puis j'ai bien hâte d'être rendu en novembre. Et on m'a souligné que, advenant le cas que dans son groupe, si, avec une belle performance, le Canada, par miracle, se qualifiait pour la ronde éliminatoire en terminant deuxième et que l'Allemagne, pendant ce temps-là, terminerait première de son groupe, ça voudrait dire une huitième de finale Allemagne-Canada. On a qui me l'ont souligné. Hein? Faites vos calculs, ça pourrait être Alphonso Davies contre ses coéquipiers du Bayern. Ça pourrait être une affiche très intéressante. Pour répondre par contre à ta question, Anthony, sur le Japon, depuis 1998, donc c'est une participation donc, consécutive du Japon à la Coupe du Monde depuis 1998. Et ils ont été en huitième de finale 3 fois, en 2002 entre autres, en 2010 et en 2018. Donc, si on suit l'ordre des choses, 2022, ils ne devraient pas y arriver, puis ils vont y retourner peut-être en 2026. Je rigole un peu. Là. On a l'impression qu'ils alternent entre une élimination au premier tour ou une huitième de finale qui est le plus loin que cette sélection a pu se rendre pour l'instant. Mais ça reste quand même, quand je regarde la fiche globale, ça reste quand même fort intéressant. Ils ont été 4 fois champions d'Asie depuis 1988 aussi. Et ils ont été finalistes en 2019. Donc, c'est quand même pas rien pour cette sélection. Effectivement, vous l'avez bien souligné, messieurs, il va falloir faire attention avec ce Japon qui pourrait peut-être venir un peu mêler les cartes dans ce groupe, même si je pense que quand même l'Allemagne et l'Espagne seront largement favoris si, effectivement, ils jouent à la hauteur de ce dont on s'attend d'eux. Deuxième sujet, et celui-là, je trouve qu'il est assez James Bondesque, c'est qu'il y est sorti, il y a de cela à peu près un peu plus d'un mois, une histoire où le patron de la Fédération allemande de soccer, Theo Zwanziger, a été, si on veut, la cible d'anciens agents de la CIA qui ont formé une compagnie que le Qatar a payé 10 millions pour espérer trouver, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, trouver des squelettes dans son placard ou quoi que ce soit, parce que Zwanziger avait critiqué la sélection et le choix du Qatar comme hôte de la Coupe du Monde 2022. Il n'est pas le seul. Hein? On sait que depuis 12 ans, en fait, depuis que le Qatar avait été choisi, les critiques ont afflué de partout. Et ça continuait même au moment du tirage, il n'y a pas si longtemps. Mais que le Qatar ait payé 10 millions une compagnie formée d'anciens agents de la CIA afin de trouver des squelettes dans le placard ou de voir créer une influence pour soit le faire changer d'avis ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui relève du techno-thriller le plus absurde. Et je voulais savoir ce que vous en pensez parce que ça a été un échec sur toute la ligne, là, on peut le dire. Là. Mais que ça soit passé aux nouvelles, moi, c'est une nouvelle qui m'a fait plutôt rire. Je tiens à le dire comme ça. Mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus parce que ça serait bien d'avoir, en fait, c'est quoi le véritable pouls en Allemagne, pas juste par rapport à cette histoire-là, mais par rapport justement à cette histoire qui remonte, bien entendu, je l'ai dit, là, depuis 12 ans, à cette histoire là, qui renvoie au choix de la FIFA sur le processus de sélection des pays hôtes pour la Coupe du Monde. Bon, la Russie a été contestée aussi en 2018, peut-être pas autant, mais ça ressort avec la guerre en Ukraine. Et là, cette fois, il y a le Qatar. Là. Déjà, je me rappelle contre toute attente qui avait reçu cette carte de visite là, pour accueillir la Coupe du Monde et beaucoup ont parlé de corruption, etc. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus sur cette histoire-là qui concerne le président de la Fédération allemande. Alors, David, qu'est-ce que tu en as pensé? Je vous ai envoyé, je pense, le lien de cette nouvelle-là. Je ne suis pas certain. Ou si vous l'avez lu, peut-être les médias allemands, David, en ont parlé. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je trouve ça un peu absurde et un peu rigolo, je dois dire. Il y a là aussi des éléments de contexte importants pour essayer peut-être d'embrasser le rapport de force, si on peut dire, en Allemagne. C'est-à-dire qu'il faut remonter quand même avant 2006, si vous voulez, pour
pour voir à quel point les Allemands sont brouillés avec leurs dirigeants. 2006, il y avait eu un processus d'adoption, un processus de choix de la Coupe du Monde qui s'est déroulé en Allemagne et qui a été une franche et une immense réussite, populaire essentiellement. Il y avait Et eu des ça avait contestations. contribué, je pense, aussi là, à une rénovation des stades. Ça a eu Ah un oui, effet domino sur les clubs et sur aussi la formation. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée, qui est allée gagner en 2014 aussi. Donc, ah oui, oui, oui. il y a tout ça qui, est qui a fait pencher la balance. Non, c'est le processus d'admission, les magouilles petites ou grandes pour que le pays reçoive la Coupe du Monde. Et derrière, on a bien compris que ça avait empiré pour les choix suivants, que c'était toujours un peu, on distordait la réalité, on distordait une sorte de monde parfait, d'égalité, de justice, d'équité, et que les Coupes du Monde étaient finalement attribuées avec des critères qu'on peut hautement critiquer, voire condamner, notamment le critère financier, par exemple, ce qui a mené à la Russie et au Qatar. Et on peut trouver ça absurde d'avoir une Coupe du Monde sur un petit caillou comme le Qatar, même si elle sera sans doute impeccablement organisée et dans des stades et des pelouses magnifiques, mais ça, c'est heureusement, on l'espère. Euh, donc il faut remonter un peu loin comme ça, plus avant 2006, pour comprendre un petit peu la, le fatalisme, le détachement, oui, le fatalisme, je pense que le mot est bon, des Allemands et des amoureux du football allemand par rapport aux dirigeants de ce pays. Et il y a eu des secousses encore très récemment, puisque les récents dirigeants de la fédération ont été très largement critiqués pendant tout leur mandat, ont été obligés d'être remplacés, avec des bras de fer internes violents, des noms d'oiseaux qui circulent, des batailles par médias interposés. Et l'Allemagne du football sait qu'elle a besoin de repartir sur des bases solides, sur des bases fiables en ce qui concerne son organisation. Ça concerne les dirigeants, ça concerne l'organisation de la formation, ça concerne aussi, bien entendu, même si là on n'est pas les plus à plaindre en Allemagne, ça concerne aussi, bien entendu, la balance financière des clubs professionnels et des divisions inférieures. Donc il y a tout un chantier, si vous voulez, à remettre en question, toute une gouvernance, une structure à remettre en question, et il y a besoin, c'est vrai aussi dans la politique en général, vous allez me dire. Il y a besoin d'hommes qui est à la fois, quand je dis homme, ça peut être homme ou femme, hein, en l'occurrence, qui ont du charisme, qui ont des idées fortes, qui ont une bonne réputation, une bonne image, qui soient des incorruptibles, voilà, qui cumulent les qualités pour qu'il puisse y avoir une espèce de consensus derrière eux. Et les dirigeants du football allemand, là, se sont complètement pris les pieds dans le tapis les uns avec les uns contre les autres parfois, entre la Ligue, la Fédération, etc. Je ne connais pas sur le bout des doigts le dossier, mais une information comme celle-là ne me surprend pas spécialement dans ce contexte-là. Alors après, là, il ne s'agit pas de l'Allemagne en interne, il s'agit d'une image qu'on peut donner et des discours qu'on peut tenir, qui peuvent être parfois prétendument cheval blanc, prétendument vierge effarouché, éventuellement, passez-moi l'expression, vis-à-vis d'un Qatar qui serait le méchant, qui serait effectivement anti-droit de l'homme, qui serait pas respectueux de processus démocratiques, etc. Il y a certainement du vrai là-dedans, mais on peut comprendre aussi, et c'est là où ça devient un peu rigolo, je suis d'accord avec toi, Mathieu, cette espèce de crispation diplomatique entre des instances comme ça, l'un qui dit oh, organiser une Coupe du Monde au Qatar dans un pays où les ouvriers meurent sur les chantiers pour fabriquer les stades, c'est pas super. On peut être assez d'accord quand même avec ça, mais en face, on peut comprendre qu'il y ait aussi des dirigeants qui montent sur leurs ergots et qui fassent preuve d'un certain orgueil. C'est comme ça, on n'est pas dupe. Bon, Monsieur Zwanziger, comme les autres, comme Monsieur Kor encore récemment, toute proportion gardée, toute comparaison gardée, personne n'a été complètement clean. On n'arrive pas à ce niveau-là sans des compromissions. On n'arrive pas à ce niveau-là sans oui, de fortes compromissions.
Et ouais, ça peut paraître un peu règlement de compte, je suis assez d'accord. C'est vrai que le papier qu'on a lu ensemble et que tu nous as fait suivre, Mathieu, il était question d'espion, dans le titre notamment. Je crois que c'était Associated Press, il me semble, qui avait sorti, on peut retrouver sur Internet facilement. Euh, voilà, je trouve ça un peu stérile quand même. Et ça fait un petit peu théâtre de Guignol parce qu'on a l'impression qu'on a vraiment des cases, des personnages, des étiquettes. Les médias adorent ça aussi. Le gentil, le méchant, celui qui agit dans la coulisse, celui qui fait de l'esbrouf. On peut facilement étiqueter tous ces personnages-là. Euh, Bon, il sera bien temps qu'on reparle dans nos différents podcasts, dans nos différentes émissions, peut-être du contexte de cette Coupe du Monde. Moi, je me souviens, j'étais à RMC à l'époque, à la radio RMC, je veux dire, lorsque le choix de la Coupe du Monde pour le Qatar avait été décidé. À l'époque, nous étions tous extrêmement critiques. Et puis le temps a passé, et puis petit à petit, on se fait à cette Coupe du Monde qui arrive. Anthony disait tout à l'heure, on se réjouit d'assister à ce tournoi-là. Ça montre aussi que, quelque part, nous sommes très plastiques. Nous sommes capables de s'adapter à tout, y compris aux critiques, et y compris dans certains cas. Et ça engendre parfois des volets de bois vert, notamment sur les réseaux sociaux, de monter nous-mêmes sur nos ergots et de dire ah, nous, on sait ce qu'il faut faire et les autres ne savent pas. Voilà, c'est un petit peu comme ça ce jeu-là, un petit peu jeu de dupe. Ça permet de rappeler aussi le contexte de toutes ces Coupes du Monde. 2006 en Allemagne a été très très critiqué. C'était Beckenbauer à l'époque qui était un petit peu le pilote de tout ça. Ah oui. Voilà, et puis derrière, évidemment, sans reparler de toutes les éditions, Russie et l'admission de la Russie et du Qatar comme organisateur pourrait aussi faire l'objet d'heures et d'heures d'émissions et d'analyses. Ouais, et je note la mention pas très écologique qu'on est fait en plastique. Ça, c'est ça, c'est aussi très rigolo. Et toi, Anthony, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire qui ressemble pratiquement à un roman de Tom Clancy ou de John le Carré presque? Ben, je pense que c'est quelque chose. C'est surprenant, mais à la fois pas tant que ça. Hein. Le Qatar est critiqué de toutes parts pour des raisons absolument valables, là, je veux dire, absolument légitimes. On sait, il y a des preuves que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans ce pays-là. On sait que il y a il y a plein de choses qui se passent là-bas qui sont plus ou moins acceptables moralement. Que ce soit au niveau de la construction des stades, que ce soit au niveau juste de l'existence des gens du Qatar. Je veux dire, la vie normale de ces gens-là, le peuple moyen, là, on ne parle pas des ultra-riches, mais le peuple moyen qatari, c'est pas nécessairement Jojo, là, vivre au Qatar. Donc, oui, je pense que c'est totalement légitime de critiquer ce pays-là, puis de critiquer la décision de la FIFA d'attribuer une Coupe du Monde au Qatar. Sauf que je pense que c'est normal de s'attendre à une réaction de leur part. C'est normal que ces gens-là veuillent défendre leur pays, veuillent défendre l'organisation de leur Coupe du Monde, qui est un événement qui a le potentiel de changer la face de leur fédération de football à jamais. Ça a été le cas pour plusieurs pays qui ont accueilli la Coupe du Monde. Donc, que ce soit au niveau des infrastructures, vous avez mentionné tantôt ce que ça a fait pour le championnat allemand, pour les stades en Allemagne, pour le développement des jeunes. On s'entend que le Qatar, c'est pas le même niveau c'est pas le même type de recrutement pour la sélection nationale. On s'entend le trois quarts de la sélection nationale du Qatar, c'est des gens qu'on amène avec de l'argent dans le championnat puis qu'on nationalise, à qui on donne la nationalité qatari. C'est pas le même processus de formation. Mais quand même, c'est une compétition qui a le potentiel de changer la face du football dans ce pays-là. Puis je pense que ces gens-là y tiennent. Donc, c'est normal qu'il y ait une certaine réponse. Puis vu l'argent que possède ce pays-là, je pense que c'est payer des espions comme ça. Oui, ça peut sembler farfelu, mais je pense que c'est une mesure. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec le Qatar. Il ne faut jamais être surpris, par contre. Hein. Mais oui, ça, c'est une mesure un peu excessive. Puis je pense que, comme tu l'as dit, David, je pense que la Fédération allemande n'a pas toujours été rose non plus. On a des choses, on a des squelettes dans le placard aussi du côté allemand. Mais oui, c'est ça. Je pense que les critiques envers le Qatar sont quand même assez légitimes. Puis je pense qu'il n'y a pas seulement des dirigeants de fédération qui sont sortis aussi, il y a des joueurs même qui ont plaidé contre cette Coupe du Monde-là, contre son organisation. Je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre que la majorité des gens comprennent que la situation au Qatar n'est pas propice à l'organisation d'une Coupe du Monde, mais bon.
l'argent a parlé, heureusement ou malheureusement, dépendamment des arguments qu'on sort. Mais oui, c'est une histoire qui est assez cocasse, qui est assez spéciale. Puis j'espère qu'on ne reverra pas parce qu'il ne faut pas mêler des romans savants comme ça à l'organisation d'une Coupe du Monde, au sport en général. Ça serait préférable que ça ne se reproduise pas, effectivement. Ce qui est certain, pour conclure sur ce sujet, c'est que la FIFA aura beau dire aux diverses fédérations qu'il ne faut pas mélanger foot et politique. Et pourtant, la géopolitique du foot continue de durer, continue d'exister. On n'y échappe pas et on peut rajouter, greffer à ça le fait que quand on regarde qui achète les clubs et les montants d'argent qui sont indécents, qui sont investis pour l'achat de ces clubs-là, il y a un aspect un peu machine à laver, pour citer Philippe Auclair, le correspondant en Angleterre, qui est un peu... C'est un système opaque, évidemment, mais qui est un peu derrière tout ça. Et finalement, ça rejoint aussi le processus de sélection là, pour les différentes compétitions internationales. Bref, avant disons, ça se nettoie là, dans les écuries d'Augias, il y aura beaucoup d'eau qui va couler malheureusement sous les ponts. Mais bon, on se prête à rêver un petit peu et on pourra me traiter de licorne après ça. On revient au concret de la Bundesliga avec une question assez simple et claire et qui concerne le retour de Félix Magath comme entraîneur. Il a été choisi par l'Hertha Berlin afin de sauver le club de la relégation puisque l'Hertha Berlin est encore en danger. Au moment où on se parle, d'être relégué. Actuellement, au moment où on se parle, au moment où on enregistre, l'Hertha Berlin est 15e, mais n'a qu'un point d'avance sur le barragiste qui est le VfB Stuttgart. Mais en même temps, Félix Magath, on connaît sa feuille de route. Il a gagné ce fameux titre en 2009 avec Wolfsburg, ce qui lui a amené à devenir le dirigeant après de Schalke 04. Là, il n'a pas réussi à leur donner un titre pendant les 2 ans où il a été en poste. Il a, au cours des dernières années, il a été au Japon, il a même été en Chine. Et avant son exploit avec Wolfsburg, il avait déjà entraîné le Bayern, il avait entraîné Stuttgart aussi, justement, d'ailleurs. Bref, il a un parcours quand même assez plantureux, si je puis dire, en Allemagne. Et là, il est de retour, au moment où on s'y attendait peut-être le moins. Qu'est-ce que vous pensez de son choix à la tête de l'Hertha Berlin? Est-ce qu'il pourra sauver ce club de la relégation, David? J'ai bien hâte de t'entendre là-dessus parce qu'on en a déjà parlé depuis la première saison de Félix Magath, même quand il n'était pas là, ce qu'en dit long quand même sur le personnage. Oui, vous savez, si vous nous êtes fidèles, si vous nous écoutez régulièrement, si vous avez en mémoire mes différentes digressions, que je suis un grand fan de Magath depuis l'époque où il était joueur. C'était le joueur que je dessinais, moi, sur mes dessins quand j'étais à l'école primaire, avec son numéro 10 en sélection, à l'époque où il n'y avait pas un immense meneur de jeu dans la sélection allemande, 1986. Il a joué avec Hambourg, surtout. C'est là où il a joué la majeure partie de sa carrière. Un grand joueur quand même, On peut enlever le quand même, mais je dis ça pour pondérer ce que je viens de dire juste avant. Mais pour moi, Magath a cette espèce de crédit un peu éternel. Et puis comme entraîneur, effectivement, il y a de très belles choses, et notamment, bien sûr, passons vite, mais rappelons-le, tu l'as fait, ce coup génial avec le VfL Wolfsburg de Misimovic, Grafitsch et Dzeko à la fin des années 2000 pour chipper le titre de champion d'Allemagne au FC Bayern. Alors qu'ils étaient 9e à la mi-saison quand même. Oui. C'est toute une remontée au classement. On n'avait jamais vu ça. Oui. Donc Magath a gagné du crédit comme joueur, a gagné du crédit comme entraîneur, sauf qu'il y avait un moment qu'il n'avait plus entraîné. Il s'était un petit peu perdu aussi dans différents pays comme entraîneur il y a quelques années et on le considérait comme un petit peu retraité, un petit peu au placard de son fait ou parce qu'il n'avait pas les offres qu'il aurait espérées ou les opportunités qu'il aurait espérées. Et son retour a surpris. Son retour comme entraîneur a surpris parce que c'est un entraîneur qui maintenant a pris de l'âge. Il est dans la génération des septuagénaires ou pas loin, je ne sais plus exactement. Non, pas tout à fait peut-être. Mais en tout cas, il n'est pas du tout dans la génération Guardiola, Klopp et encore moins dans la génération Tedesco, Nagelsmann. Mais c'est parce qu'il est le plus connu qu'on a pu se dire, c'était mon cas, ah oui, il va secouer le Hertha Berlin. Ce qui est le plus connu chez Magath, c'est ses séances d'entraînement
très, très intense, très, très physique, avec de lourds medicine ball, avec des courses dans les coursives des stades pour se faire les cuisses. Magat est un tenant de l'Allemagne athlétique, l'Allemagne de l'Ouest athlétique, l'Est était athlétique aussi, mais de la fin des années 80, bien sûr. Et il y a toujours ça, et pour lui, on ne peut pas être performant si on n'est pas physiquement armé. Donc ça peut être une recette très intéressante à condition que les joueurs adhèrent. Et le problème, c'est qu'il y a eu du très bon. Il y a eu une victoire avec Magat, une ou deux victoires, et puis il y a eu aussi du vraiment pas terrible. J'ai regardé un petit peu les débats d'après-week-end de ces 2-3 dernières semaines dans les médias en vogue en Allemagne concernant le football, et les gens n'avaient pas une illusion extraordinaire sur le rebond du Hertha Berlin. Je veux dire, les chroniqueurs, et même s'ils mettent au crédit de Magat les points qui ont été pris depuis son arrivée, ils constatent aussi que le jeu n'a pas beaucoup changé, n'a pas réellement évolué, que le Hertha Berlin, très récemment en tout cas, a produit, pardonnez-moi l'expression, une vraie bouillie de football, sans grand sens, sans grande structure, du moins sans un football qui ressemblait pas à grand chose. Et on a un petit peu de mal à imaginer que Magat arrive à revivifier tout ça, à redynamiser tactiquement, surtout techniquement, le côté équipe enthousiasmante qu'on peut avoir. Je sais qu'on en dira un mot par ailleurs dans des équipes comme l'Union Berlin, comme Bochum, comme Cologne et d'autres encore. On n'a pas ça au Hertha Berlin. On a déjà eu l'occasion de dire dans nos développements que c'était une équipe un peu à l'image de Wolfsburg d'ailleurs, à un degré pire, partait un peu dans tous les sens, avec des joueurs pas forcément très concernés, avec un recrutement un peu chaotique, avec une direction qui a été longtemps incompétente, mais pas pertinente. Et Magat ne va pas tout résoudre tout seul, même si, encore une fois, pour ma part, je lui accorde un grand crédit. Il y aura peut-être quelques soubresauts, quelques sursauts. Ça suffira probablement, sauf catastrophe, sauf série de défaites incompressibles, ça suffira probablement pour se sauver. Mais Magat ne va pas redresser le Hertha sur les quelques journées qui restent pour arriver à la 11, 10e place ou dans la première moitié du classement. Je suppose, messieurs, que vous serez d'accord. J'ai bien hâte d'entendre Anthony sur la question, même s'il n'a pas connu nécessairement aussi bien les heures de gloire de Félix Magat, mais il le connaît certainement de réputation quand même. Alors, qu'est-ce que tu penses de la nomination donc, de Félix Magat à la tête de l'Hertha Berlin et peut-il sauver ce club de la relégation à la fin de la saison 2021-2022? Ben, comme l'a dit David, c'est sauver l'Hertha Berlin de la relégation, probablement, oui, parce qu'à moins d'une catastrophe ou à moins d'une remontée d'un club qui est sous le Hertha présentement au classement, une série de victoires phénoménales, puis l'Hertha qui reste sur la même forme de un match nul, une défaite, une victoire. Moi, je ne vois pas ce club-là être relégué. Je pense qu'on a assez de qualité individuelle, on a assez de talent dans ce club-là pour réussir à se maintenir la tête hors de l'eau. Mais comme l'a dit David, encore une fois, je l'ai répété, ça fait longtemps que je le dis, mais à l'Hertha Berlin, on a un recrutement qui va dans tous les sens. On a les moyens financiers nécessaires pour redresser ce club-là. Ça fait quelques années qu'on a un nouveau président qui injecte de l'argent, qui promet qu'on va faire les investissements nécessaires pour rendre ce club de la capitale compétitif année après année, candidat à une qualification en Ligue des Champions. C'est jamais arrivé encore parce qu'on n'est pas capable d'avoir une direction cohérente. On n'est pas capable d'avoir un plan de jeu cohérent, une philosophie footballistique cohérente. Puis ça ne fonctionne pas. On a beau mettre des pièces un peu partout, si on n'est pas capable de mettre ces pièces-là ensemble puis d'en faire un puzzle qui tient la route, ça ne fonctionnera pas. On a beau aller chercher des Suat Serdar, on a beau aller chercher peu importe, on est allé chercher Christophe Piatek, c'était supposé être un joueur qui allait tout casser en Bundesliga, finalement. On l'a renvoyé en Italie parce que ça n'a pas fait le travail. Donc, c'est des recrutements qui font pas vraiment de sens. Puis, on se demande parfois pourquoi on jette des 20 millions sur un Cordoba, par exemple, ou sur c'est des recrutements qui sont, je ne veux pas les qualifier d'aléatoires, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas nécessairement chercher les joueurs où on en aurait besoin. Donc,
j'ai l'impression que cette réussite-là ne va pas nécessairement passer par l'entraîneur. C'est plus haut. C'est la direction, c'est le recrutement des joueurs, c'est l'encadrement des joueurs, c'est le système de formation, c'est la rétention des jeunes joueurs aussi, parce qu'on a de la difficulté du côté de l'ERTA à conserver nos jeunes joueurs qu'on forme. On n'a qu'à penser au jeune Mayer qui est parti en prêt encore avec une option d'achat. On n'a qu'à penser au jeune dont le nom m'échappe qui est parti au Borussia Mönchengladbach. Je ne sais pas si tu peux m'aider, David, le jeune latéral qui est parti au Borussia Mönchengladbach. Bref, son nom m'échappe, un jeune espoir allemand. Donc, on a de la difficulté à l'ERTA pour conserver nos jeunes joueurs. Donc, je pense qu'il va falloir, de ce côté-là, vraiment dans la structure du club, essayer de faire une petite refonte. Puis je pense pas que tout ça va passer par Félix Magath. C'est sûr que c'est un entraîneur de renom. Il a gagné 3 titres de Bundesliga, si je ne m'abuse. Il a gagné une Coupe d'Allemagne. L'a fait avec des clubs différents aussi. Il a gagné des titres avec des clubs différents. Donc, on peut pas seulement dire « Ah bon, il était au Bayern, mais moi, j'aurais pu gagner le titre avec le Bayern. » Non, non. Il a quand même prouvé sa valeur. Puis dans une époque où le Bayern n'était pas nécessairement aussi dominant qu'il l'est en ce moment. Donc, je pense que c'est un entraîneur de qualité qui est capable d'amener comme l'a dit David, une équipe à un niveau physique assez exceptionnel, qui est de la vieille école, donc qui tient à la rigueur, qui tient à l'entraînement sérieux, puis à la mise en place d'un système solide. Donc, ça va être intéressant de voir ce qu'il va pouvoir donner avec un effectif quand même assez talentueux comme celui de l'Hertha Berlin. Mais encore là, je pense que ça ne passe pas par l'entraîneur nécessairement, la survie en Bundesliga de cette équipe-là. Ça va passer par une refonte de la structure carrément, puis ben, ça prend pas quelques semaines malheureusement. On verra ce que ça va donner. Tu parlais de Luka Netz. Exact, Luka Netz. Un jeune blondinet, exactement. Tout à fait, ouais. Exactement. On verra en tout cas ce que ça va donner pour l'Hertha Berlin à la fin de la saison. On revient maintenant sur le concret de l'économie cette fois. D'après un article qui est sorti sur Eurosport, un des média pour lequel notre ami David écrit, bien sûr, mais c'est pas lui qui a écrit l'article, je tiens à le dire tout de suite, quoiqu'il aurait très bien pu le faire. On annonce 1 milliard d'euros perdus, j'arrondis évidemment, 1 milliard d'euros perdus par les clubs de Bundesliga en D1 et en D2, on va spécifier quand même, depuis le début de la pandémie. Et ça, on parle de chiffre d'affaires, 469 millions d'euros de perdus en revenus de transfert. Je pose la question tout de suite. Comment croyez-vous que le milieu du foot professionnel allemand va pouvoir innover afin de se relancer une fois que là, on est dans une phase un peu de transition? Peut-être que le pire de la pandémie est passé. Oui, on dit 5e, 6e vague et tout ça, mais on entre peut-être dans cette phase où on va apprendre à vivre avec le virus. Je pense que là, il y a un ajustement à une certaine réalité. Il y a des vaccins, il y a des options qui existent. Donc, je vous pose cette question-là. Comment croyez-vous que le milieu du foot allemand professionnel pourra innover afin de se relancer? Je garde en parenthèse tout de même pour le prochain sujet quelque chose qui est un petit peu dans ces paramètres-là, qui est un peu le prochain sujet, là, mais je ne veux pas trop devancer. Mais ça pourrait venir jouer indirectement par rapport à cette question-là. Alors, je garde ça un petit peu pour plus tard, mais de façon globale. Donc, ça serait quoi vos idées? Ou est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place auxquelles ce milieu du foot allemand est en train de penser pour se renouveler? Parce que historiquement, ils en sont capables. Ils ont montré, et David l'avait souligné un petit peu, on en a parlé tantôt lors de la première question, lorsque l'Allemagne a été hôte de la Coupe du Monde en 2006, ça a eu un effet sur les clubs, sur une forme de renouveau. Mais évidemment, ça a commencé avant. Ça a commencé en amont. Il y a eu une réflexion parce qu'on se posait des questions à la fin des années 90 sur vers où on s'en allait au sein du football allemand. On sentait qu'il y avait une stagnation, on n'était pas entièrement satisfait. Il fallait apporter du sang frais, du sang neuf, il fallait qu'il y ait des nouvelles idées. Et aussi, évidemment, une bonne dose de pragmatisme pour permettre à la Bundesliga de faire un pas en avant. Ça serait quoi donc, selon vous, ce nouveau pas en avant que le foot professionnel en Allemagne pourrait faire après cette pandémie? Et qui sait, pourrait être inspirant pour d'autres pays en Europe, on ne sait jamais. Évidemment, là, ça peut paraître, ce que je dis, là, un peu chauvin, mais notre émission porte sur le football allemand, alors je ne parle pas pour les autres. Les autres peuvent avoir aussi des idées super intéressantes. Alors, David, par rapport à ces chiffres quand même dramatiques, à quoi, selon toi, si on veut être constructif, le football allemand peut innover?
C'est plutôt, rester dans la bulle de raison que le football allemand essaye de jalousement entretenir, la bulle de raison avec des ajustements. Il est bien évident qu'un qu'un pays, qu'un championnat, qu'un système qui compte beaucoup sur la billetterie, sur le remplissage de ces stades, qui est le plus important d'Europe, voire du monde en pourcentage, pour les deux premières divisions en tout cas, paye un lourd tribut quand il n'y a personne dans les tribunes, évidemment. Parce que les clubs, il y a des millions d'euros. J'ai quelques vagues chiffres en tête concernant le FC Bayern. Quand vous n'avez pas les 75 000 personnes au stade à chaque match qui se déroule à l'Allianz Arena, vous avez évidemment un énorme manque à gagner. Et ça, en Allemagne, on a toujours soigné cet aspect-là et considéré que le pourcentage des revenus des clubs venant de la billetterie était essentiel. Donc, bien évidemment, lorsque les gens retournent dans les stades, ça donne une bouffée d'oxygène, ça donne une bouffée d'air financière et ça contribue à l'équilibre financier des clubs. On a essayé aussi en Allemagne d'analyser le relatif retard qu'il pouvait y avoir, léger ou important d'ailleurs, qu'il pouvait y avoir sur les droits télévisés par rapport aux principaux championnats qui sont la première ligue anglaise et peut-être la Liga aussi en Espagne. Les droits télé sont évidemment télé et médiatique en général sont évidemment un point très important. On sait qu'en Allemagne il y a eu des offres puissantes mais qui ont occasionné aussi des ratages au départ avec DAZN, DAZN, notamment qui s'est invité sur le marché il y a quelques années pour diffuser les matchs. Ça, c'est un aspect important aussi sur lequel je sais que les instances, les dirigeants du football allemand sont très tatillons, sont très concernés, font très attention pour l'avenir. Et puis après, surtout, moi, ce sur quoi je veux insister, c'est la grande raison, la grande retenue qu'il y a dans le marché des transferts allemands, que ce soit l'hiver ou l'été. Si vous reprenez les chiffres sur les toutes dernières saisons, les 2-3 dernières années, et bien sûr en particulier depuis que la pandémie a sévi, vous allez vous apercevoir que les transferts sont extrêmement raisonnables en Allemagne. C'est très 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 rare qu'on dépense 40 millions d'euros pour faire venir un joueur quelque part. Même le Bayern, vous avez vu, a freiné des 4 fers dans le passé récent, dans le présent et dans le futur proche aussi, pour des transferts qui coûteraient cher. Et d'ailleurs, les supporters grincent, les supporters se moquent, parce qu'ils considèrent que, décidément, avec les voisins, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la France, qui parfois dérapent sur leurs dépenses, l'Allemagne pourrait faire pareil. Eh bien non, en Allemagne, on ne fait pas ça. Et on est vraiment sur la retenue dans le domaine des dépenses, globalement. Et je pense que c'est ça, moi, sans aller jusqu'à évoquer une innovation, sans aller jusqu'à évoquer une révolution, je pense que c'est ce corpus-là d'aspects, entretenir les stades remplis, se méfier, faire très attention et essayer de soigner les droits télé, et puis des transferts qui sont restreints, très restreints, trop restreints peut-être pour être compétitifs, ça c'est une autre question, et c'est cette espèce de package-là, cette espèce d'ensemble de choses-là qui font que le football allemand peut compenser, peut au moins maintenir acceptable les déficits des mois récents. Anthony, on dit que la jeunesse est innovatrice, alors voyons voir si tu vas en être l'exemple éclatant. Donc, je plaisante un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de tout ça et par quoi le football allemand peut innover par rapport à cette pandémie qui a affecté tout le monde, là, pas juste l'Allemagne, là, il faut le dire. Moi, je vais être un petit peu moins conservateur que David. J'ai jamais été un immense fan, pour toutes sortes de raisons, de la règle du 50% plus 1. Étant moi-même fan d'un club de Bundesliga qui défend cette règle-là dure comme fer, puis à la vie à la mort, je la respecte. Je respecte le message derrière, je respecte ce que ça représente pour les fans, pour les supporters, pour le club, pour le football en général. Mais pour ce qui est de l'apport monétaire que ça donne,
que ça empêche d'amener, c'est-à-dire par rapport aux autres grands championnats, comme le championnat anglais, comme le championnat espagnol, le championnat italien, où on voit des investisseurs étrangers, même des investisseurs locaux aussi, qui peuvent arriver et dire, bon, je prends le contrôle d'un club, pas nécessairement à 100%, mais je prends le contrôle du club à une assez forte proportion pour être capable d'injecter des fonds, puis rendre ce club-là compétitif. On voit ce que ça donne avec des clubs comme l'Hertha Berlin, quand on ne donne pas nécessairement assez de contrôle à un riche propriétaire, il est capable d'arriver d'injecter des fonds de manière quand même importante. Mais bon, je pense qu'il est actionnaire à 25-30%, quelque chose comme ça. Donc, je pense que oui, on a accumulé des gros déficits à cause de la COVID. On a eu des déficits à cause de la billetterie, là, principalement, comme David l'a mentionné. C'est sûr que quand on perd des 4-5 millions à chaque match en vente de billets, quand on joue devant un stade vide, bon, c'est sûr qu'à la fin de la saison, si c'est un 30, 40, 50 millions qui est à gagner, ben on le perd, cet argent-là. On la perd, cet argent-là. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être être ouvert en Allemagne, pas nécessairement à supprimer la règle du 50% plus 1, mais peut-être à la rendre plus flexible, à permettre à des investisseurs étrangers ou des investisseurs allemands, parce qu'on sait que l'Allemagne est quand même la 4e puissance économique mondiale. On sait que des entreprises multinationales en Allemagne, il y en a des centaines. Des riches entrepreneurs, des milliardaires en Allemagne, il y en a plusieurs. Il y a je suis sûr qu'il y aurait des riches hommes d'affaires qui seraient prêts à mettre de l'argent dans des clubs de football, dans les clubs professionnels. Donc, moi, je pense qu'on devrait être plus ouvert peut-être en Allemagne à accueillir des investisseurs dans les clubs. Je pense qu'on a un retard à rattraper au niveau financier par rapport aux autres grands championnats d'Europe. Je comprends la philosophie allemande de dire, bon, on ne veut pas trop dépenser, on veut... c'est correct, ça a toujours été comme ça. Je veux dire, l'Allemagne est un pays pragmatique, on aime ça faire les choses de la bonne façon, on aime ça avoir un cadre rigide, puis c'est correct, c'est parfait. Puis ça se démontre quand même au niveau de la sélection nationale. Ça démontre, on a un cadre de formation qui est excellent. On a des entraîneurs qui sont excellents. Seulement, au niveau du championnat, on prend un peu de retard par rapport aux grands. On peut dire les deux championnats qui, à mon sens, sont supérieurs à la Bundesliga en termes de niveau, qui sont le championnat anglais puis le championnat espagnol. En tout cas, dans les dernières années, du moins. Je pense qu'on commence à voir le retard au niveau sportif, parce qu'au niveau financier, on est encore, pour la majorité des clubs de Bundesliga, dans une situation financière qui est assez saine. Sauf que, comme David l'a dit, c'est des transferts dans les dernières années qui sont pratiquement inexistants. C'est des transferts gratuits, c'est des prêts, c'est une dizaine de millions, quinzaine de millions pour les plus gros clubs de haut classement comme Dortmund, Bayern, Leverkusen qui parfois s'y jette un peu, Leipzig de plus en plus. Mais encore là, c'est rien comparé aux gros clubs anglais, aux gros clubs espagnols, même les grands clubs italiens qui reviennent sur la scène des transferts de plus en plus avec les investisseurs chinois et compagnie. Donc, je pense qu'il va falloir à un moment donné s'ouvrir à la réalité du football mondial actuel, puis permettre à des investisseurs de venir mettre leurs pattes en Allemagne, puis de les accueillir, puis dire, bon, on veut quand même que ce soit les partisans, les supporters qui contrôlent l'avenir du club. On ne veut pas nécessairement remettre les clés du club à un investisseur étranger puis dire, bon, ben, fais ce que tu veux avec, puis un peu comme c'est le cas en Angleterre, mais de dire, bon, ben, on serait ouvert à peut-être une coopération avec un investisseur qui serait prêt à mettre de l'argent puis à dire, bon, mais je vais, par exemple, au Borussia Dortmund, vous avez une structure de formation exceptionnelle, vous développez des jeunes de façon phénoménale, mais vous manquez un peu de budget, vous manquez un peu de fonds, c'est difficile d'aller chercher, puis aussi, non seulement d'aller chercher des joueurs, mais de les retenir. Parce que quand on est capable d'aller recruter des joueurs du côté des clubs allemands, des jeunes joueurs, puis de les amener à un niveau exceptionnel, mais l'objectif est toujours de le revendre pour faire du profit. C'est ce que je trouve un peu dommage. Même le Bayern, et on a vu des articles là-dessus dans les derniers mois, le Bayern veut se métamorphoser en club vendeur, c'est pas peu dire. Ça n'a jamais été le cas dans l'histoire. Puis maintenant, le Bayern se qualifie de club vendeur. Donc, je pense que si le Bayern en devient un, les autres clubs de Bundesliga auront de la difficulté à suivre le rythme des grands clubs anglais ou des grands clubs espagnols. Donc, c'est pour ça que je pense que la règle du 50% plus 1 devrait être peut-être allégée ou repensée, faire une petite refonte. Donc,
ça serait ma suggestion. Je sais que probablement que je vais me faire lancer des tomates ou critiquer de façon généreuse, mais je pense qu'il y aurait moyen quand même d'aller puiser dans des ressources de certains investisseurs qui seraient assurément intéressés de venir coopérer avec certains clubs allemands. Je ne te jetterai pas des tomates, Anthony. Connaissant l'Allemagne et son pragmatisme, si on devait réviser la règle, je pense qu'ils vont tenir compte du fait qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait des investisseurs étrangers de type, justement, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Qatar, etc., qui viendraient acheter des clubs en Allemagne. Ça, je pense que si on devait réformer cette règle-là, l'Allemagne trouvera encore le moyen de se protéger. Ce ne serait pas un changement brutal. Après, je trouve que si on devait évoluer probablement dans ce sens-là, il faut aussi, et là je vais être très dur, il va falloir aussi que les autres pays à un moment donné arrêtent avec le libre marché. Moi je pense qu'il manque justement de règles de contrôle dans les autres ligues et on voit aussi que ça mène à la catastrophe aussi parce qu'il y a des inégalités profondes. Alors oui, il y a des fonds qui circulent, je suis d'accord, mais regarde l'Italie, depuis les années 90, ils ont du mal à survivre à ça. Et là, tu as la France qui dépendait des droits télé. Et quand est arrivé le scandale de Mediapro, là, ils sont un peu le bec à l'eau, alors qu'ils préféraient peut-être être le bec à la bière, puisque, bon, pour faire sourire un peu David. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de modèle parfait. Et l'Allemagne se trouvant dans un contexte européen, je pense que les changements en Allemagne, il doit en avoir aussi ailleurs pour qu'il y ait un retour, je pense, à une forme d'équilibre. Parce que je ne pense pas que l'Allemagne, avec son 50+1, il y a des avantages là, quand même, je trouve, dans cette règle-là, par rapport, notamment, le lien avec les fans, les ultras, le côté populaire, le prix des billets qui est plus raisonnable. Parce que quand tu voyages un peu dans le reste de l'Europe, maintenant, surtout en Angleterre, depuis qu'ils ont réformé la règle après l'histoire des hooligans et aussi les différentes catastrophes, on a parlé récemment, parce que c'était au mois d'avril, justement, la tragédie de Hillsborough. On a abandonné les places debout, les places populaires. Maintenant, c'est des places assises, mais ça coûte la peau des fesses. Et donc, il y a plusieurs réalités, souvent, par rapport à ça, qu'il faut prendre en compte. Donc, je pense que des changements en Allemagne, c'est selon moi que ça va être relié avec ce qui se passe ailleurs en Europe. Et je pense qu'il est temps qu'il y ait un peu plus de règles de contrôle dans les autres pays, surtout les grandes puissances. D'ailleurs, en Espagne, on avait beaucoup tardé par rapport aux droits télé à avoir une règle équitable par rapport au partage de la tarte. Il a fallu attendre 2015-2016 pour qu'enfin ils le fassent. Ça a aidé un peu d'autres clubs espagnols à se relancer. Ça, c'est un exemple, mais il pourra en avoir d'autres parce que je trouve que moi, je me souviens d'un commentaire que j'ai entendu. La Ligue des champions, on s'attend à ce que ce soit les mêmes dans le dernier quart de toute façon. Alors, ça sert à quoi de disputer la compétition si on s'attend à ce que ce soit les mêmes tout le temps à l'arrivée? Heureusement, mais là, on en parlera à la fin de l'émission. Il y a Villarreal qui s'est rendu, qui a éliminé le Bayern, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Bref, c'était ça que je voulais souligner. Le sujet suivant, et là, vous allez trouver ça intéressant, c'est en lien avec un article publié par Martin Leclerc, journaliste québécois sur la plateforme sport de Radio-Canada, le réseau public qu'on a ici, et qui est un journaliste multisport et qui a sorti une nouvelle intéressante en ce début du mois d'avril sur comment le soccer allemand, justement, veut se réinventer au niveau de la formation et pour le plaisir des enfants. Il cite d'entrée de jeu dans son article le vice-président de la Fédération, René Zimmermann, qui dit ceci: « Nous devons penser comme des enfants et non pas comme des adultes. Seuls les enfants qui s'amusent et qui s'améliorent resteront engagés dans le football au fil des ans. Et les enfants s'amusent quand ils sont souvent en possession du ballon. » Globalement, c'est que la Deutsche Football Bund a mené à des expériences pilotes pendant 2 ans dans ses associations régionales, a fait un sondage à travers le pays et ils sont en train de mettre en place, justement pour les jeunes enfants, et pour leur plaisir, donc des équipes plus petites, des surfaces de jeu réduites, adaptées à l'âge des joueurs, un allègement de la structure de compétition, parce que suite à différentes consultations, on s'est aperçu on veut que les enfants s'amusent le plus possible, fassent l'expérience donc du franc jeu. L'importance aussi que les enfants touchent le ballon le plus souvent possible et que les règles soient adaptées selon l'âge des participants et surtout considère que justement, les enfants soient moins dérangés par les interventions verbales des parents. Donc, selon les catégories d'âge, on a des matchs en format à 2 contre 2, 3 contre 3, sans gardien,
avec des mini-filets, des surfaces de jeu réduites de 16 à 20 mètres et ensuite de 28 sur 22. Quand un but est marqué, les équipes sont obligées de substituer un joueur sur le terrain. Il y a plein de formules comme ça. Là, la liste est longue. Vous irez lire l'article de Martin Leclerc sur le site de Radio-Canada. Vous allez facilement le trouver. Mais quand je regarde cette réforme-là, cette vision, on parlait tantôt justement de l'innovation dans la question précédente, eh bien, moi, je trouve que par rapport à cette vision globale sportive, je trouve cette vision-là par rapport à ce que j'appellerais la pratique du sport dès la petite enfance, je la trouve audacieuse, pour ne pas dire fort stimulante. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, d'autant plus qu'elle s'appuie sur des données scientifiques, pas des vérités là, ou des idéologies ou des croyances, mais vraiment, on parlait de pragmatisme, on a fait une recherche, une consultation très profonde. Et d'ailleurs, ce genre de réforme a été adapté dans d'autres sports. L'article mentionne, par exemple, que la Fédération suédoise de hockey a décidé de faire la même chose à quelques paramètres près au sein de son sport par rapport au hockey sur glace. Comme je le disais, bref, il y a place à des visions innovantes comme ça. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. David, pour commencer, je suis persuadé que tu vas nous citer probablement des médias allemands qui en ont fait part de ces bouleversements et de ce projet pilote là, qui se met en place et qu'on veut déployer dans tout le pays d'ici 2024. J'ai beau avoir fait des études qui font que théoriquement je suis capable d'avoir une pensée synthétique, je risque de partir dans tous les sens, messieurs. Donc contrôlez-moi, faites des grands signes, faites des grands gestes. Et pour ceux qui nous écoutent en audio, faites des grognements. Non, il y a plein de choses moi qui m'intéressent, qui me passionnent là-dedans. Anthony a raison, je suis trop conservateur. Il n'a pas dit trop conservateur, mais je m'octroie ce défaut. Je suis conservateur, moi j'aime bien le vieux football. Le vieux football classique, traditionnel, passe au gardien, on relance, la règle du hors-jeu qui considérait, c'était un peu l'esprit et la lettre à la fois, que priorité à l'attaquant en cas de doute. Parenthèse pour la règle du hors-jeu, je me rappelle autrefois, il me semble qu'elle était beaucoup plus claire et moins place à interprétation. Mais c'est sûr, mais bien sûr, bien sûr. J'aime bien ça. En même temps, on s'aperçoit aujourd'hui que le football est complètement pourri, complètement ankylosé. Le spectacle qui nous est donné par la Ligue des Champions est scandaleux. Le match du Bayern contre Villarreal, et Anthony qui est très respectueux ne sourira pas en coin à mon propos, a été une bouillie de matchs, des fautes sans arrêt. On ne peut pas jouer au football, des bras dans tous les sens. C'est pénible à regarder. Alors, il y a toute l'intensité, il y a le spectacle, il y a tout ce qu'il y a autour, pas de problème. On a fait de la Ligue des Champions une espèce de produit de luxe. Mais moi, je souffre en regardant ces matchs. J'ai regardé ce match avec une personne qui a connu le football dans les années 50, 60, 70, qui aime le jeu. Et je vais en revenir à ton propos, Mathieu, c'est là où on va faire le lien, qui aime le jeu de football simple, on se fait des passes, on tire au but dès qu'on a la possibilité, et le football est ouvert, il est frais, il est dynamique, il est vivant, et aujourd'hui, ce football-là, il a disparu, il est ankylosé, on est à sauter sur son fauteuil, à hurler quand on regarde un match de Ligue des Champions, parce que... oui, moi, c'est le terme qui me vient, c'est ankylosé, c'est embourbé dans une vase, tout est soumis à interprétation, les pénaltys sont ridicules, les coups francs sont sifflés une fois sur 3, et j'adore, par parenthèse, l'esprit du football anglais, britannique, écossais, etc., où on laisse jouer, on laisse vivre le jeu, mais là, on est dans l'excès inverse. Et ça fait un fort écho dans mon esprit ce que tu dis et l'article auquel tu fais référence et les volontés de réforme, Mathieu, par rapport à ce que j'ai vu là sur ce match-là. On pourrait évoquer d'autres matchs aussi, où le jeu est complètement bridé, où le jeu est complètement massacré par des joueurs qui sont dans la tricherie permanente, qui sont dans la culture du résultat, qui sont dans la... Bon, j'arrête. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Revenir à s'échanger le ballon, le côté plaisir. Moi, j'ai la chance ces derniers temps d'avoir interviewé beaucoup d'entraîneurs dans plein de sports, du judo, du paralympique, de la natation, du football aussi bien sûr, des sports collectifs comme le volley. Tout le monde à un moment ou un autre de la discussion va vous dire il faut se faire plaisir, il faut revenir au jeu, à la passion.
quitte à ce qu'elle soit dévorante. Donc oui, évidemment, quand on a 99% des gens qui ont le souhait que les enfants se fassent plaisir, oui, quand vous interrogez des anciens champions, ils vont vous dire, moi, à 99%, ils vont vous dire, moi, je veux surtout pas que mes enfants soient dans le haut niveau, dans le mauvais côté du haut niveau, c'est-à-dire la culture du résultat à tout prix, se faire mal, tricher, avoir un côté individualiste et égoïste. Et j'ai l'impression quand même que les mesures qu'on nous propose là, ça va à l'encontre de ça. Hein, de l'altruisme, on fait tourner, on donne sa chance à chacun. Alors ça peut paraître un discours peut-être un petit peu idyllique. Dans le très haut niveau, on veut du résultat, on veut du chiffre, on veut des trophées. Mais je pense qu'il faut revenir à ça à marche forcée chez les très jeunes, chez les adolescents, pour lutter peut-être aussi contre les dérives de notre société d'aujourd'hui qui sont très... on est dans l'instantanéité, on veut le résultat tout de suite, on veut avoir tout de suite 1 million de followers, on veut avoir tout de suite un trophée, on veut avoir tout de suite un diplôme, on veut avoir tout de suite un job, on veut avoir tout de suite ceci, cela. Revenons à l'échange, revenons à ce qu'il propose là. Tu l'as égrené, Mathieu, je suis très d'accord avec ça, mon discours est très théorique, mais voilà, il y a un écart tellement immense entre la bouillie de matchs que j'ai vu proposée par Villarreal, qui par ailleurs est une belle équipe de foot espagnole, et cette espèce de bouillie de football qui nous a été proposée pour finalement se qualifier en demi-finale avec un but d'écart à l'arrache, contre un jeu offensif, ouvert, sympathique, spectaculaire, que l'écart entre ça et ce qu'on nous propose chez les jeunes dans la réflexion du football allemand et de la formation, qui, par parenthèse, est extrêmement sérieuse depuis des mois et des mois, que moi, j'ai besoin de changement. Et pour répondre à ta dernière question, Mathieu, très vite, oui, les médias sérieux spécialisés en Allemagne en parlent, numéro après numéro, semaine après semaine, mois après mois, on essaye de proposer des analyses et des nouvelles idées pour la formation du football en Allemagne, que ce soit pour les arbitres, que ce soit pour les entraîneurs, que ce soit pour les éducateurs, que ce soit pour les joueurs. Il y a une tentative de discussion, au moins. Je ne me fade pas toutes les pages d'analyse, mais sachez, bien sûr, ceux qui nous écoutent aussi, et vous, messieurs, qu'on essaye de réfléchir en profondeur à renouveler tout ça. Vous venez d'entendre la portion éditoriale de l'émission. Alors, je rigole un petit peu. Moi, personnellement, j'essaie d'éviter l'étiquette conservateur ou quoi que ce soit parce que dans le spectre, il y a des éléments où on aime conserver ce qui fonctionne, puis il y en a d'autres où on veut des innovations, justement, parce que mine de rien, il y a une évolution, qu'on le veuille ou non, et le sport professionnel a évolué avec le temps. Donc, c'est correct qu'il y ait des innovations, et je trouvais justement l'article en question qui résume pas mal tout ça très, très intéressant de ce point de vue-là. Et j'aimerais maintenant entendre Anthony sur ces innovations. Qu'est-ce qu'il en pense? Quel est son regard sur cet enjeu que représente justement la formation des enfants et comment ça peut rejaillir positivement sur le football allemand. Et moi, je pense qu'il va y avoir des effets positifs. Et même, je pense qu'il y a un exemple à suivre, peut-être justement par rapport à ce que David mentionnait sur cette culture de la victoire, qui, selon moi, plombe un peu le milieu du sport, et en particulier chez les jeunes, parce que la victoire, c'est pas juste ça qui compte quand même lorsqu'on pratique le sport. Non, puis je vais aller un peu avec mon expérience personnelle en enseignement. Je suis capable de transposer ça dans le sport. Présentement, j'enseigne à des jeunes, puis j'enseigne le français au secondaire 4. C'est pas toujours évident d'aller chercher les jeunes avec une matière comme le français. C'est pas nécessairement ce qui passionne le plus les jeunes. Mais il y a quand même des techniques. On sait qu'avec les nouvelles technologies, avec les télécommunications, c'est plus facile de trouver des alternatives qui vont aller chercher les jeunes d'aujourd'hui, qui vont les captiver pour rendre une matière un peu plus dolle, la rendre plus intéressante, la rendre plus captivante, la rendre plus dynamique. Mais je pense que c'est le même. On peut transposer ça dans le sport, on peut transposer ça dans le football, dans le sens où on avait une structure de formation qui était très quadrillée, qui était très étape par étape. On commence par on explique le jeu aux jeunes, ensuite on fait beaucoup d'entraînement sans ballon, on essaie d'expliquer les tactiques, ensuite on donne le ballon. C'est très, très, très étape par étape. On ne laisse pas beaucoup de liberté aux jeunes de dire, découvrez ce que c'est de jouer avec un ballon, développez par vous-même votre aisance technique, appréciez le jeu,
juste de frapper dans un ballon avec le pied, juste de. Ça sert à rien d'amener des jeunes de 4-5 ans sur un terrain puis de leur montrer c'est quoi un 4-2-3-1 puis d'expliquer on bouge des cônes puis on essaie de comprendre le mouvement quand on perd le ballon, comment on se. Non, ça sert à rien. Il faut, pour captiver les jeunes, pour capter leur attention, pour que ces jeunes-là restent accrochés dans le sport, il faut qu'ils aient du plaisir à pratiquer un sport. C'est aussi simple que ça. Puis je pense que la direction que va prendre l'Allemagne à partir de 2024, comme tu l'as dit, ben, c'est le parfait exemple de ça. C'est d'aller chercher l'attention des jeunes, de dire, bon, on vous propose une nouvelle façon, pas une nouvelle façon de pratiquer le football, mais une nouvelle façon de vous enseigner le football qui est moins hiérarchique, qui est moins étape par étape. Vous avez le droit d'arriver à un certain âge, de ne pas être capable de mettre une balle en profondeur de façon parfaite, puis c'est correct. Si vous maîtrisez d'autres aspects du jeu, puis vous aimez le jeu, mais tant mieux. On développera d'autres aspects techniques qui sont plus difficiles de votre côté plus tard dans votre cheminement. C'est qu'on dirait que présentement, il y a des âges où on devrait théoriquement maîtriser certaines habiletés techniques, puis sinon, ben, la carrière est foutue. Mais je pense que ce cheminement-là, qui est très linéaire, est en train de changer. On est capable on voit présentement, il y a plein de joueurs qui se développent sur le tard. On a des joueurs qui, bon, à 15-16 ans, ont été rejetés de certaines académies, puis bon, à 26-27 ans, on les voit rejaillir comme par hasard dans une première division d'un grand championnat, puis ben, ils marquent des 10-15 buts par saison. Donc, il y a des parcours atypiques chez certains joueurs, il y a des joueurs qui se développent sur le tard, puis je pense que une formation comme ça, qui est moins linéaire, qui est moins hiérarchique ou étape par étape, qui est moins encadrée, qui laisse plus de liberté aux jeunes de dire, bon, ben apprends le foot de la façon que tu veux, tant que tu aimes le sport, tant que tu restes accroché au sport, puis l'aspect tactique, stratégique, puis toute l'aisance technique va venir par elle-même. Je veux dire, le QI football, c'est pas quelque chose qui s'enseigne, en tout cas, souvent on est avec ou on est sans, mais tout ce qui est aisance technique, tout ce qui est être capable de comprendre le jeu, je pense que c'est des choses qui s'enseignent, qui se développent au fur et à mesure de la carrière d'un joueur. Puis, selon moi, l'enseigner de façon plus agréable pour les enfants, mais ça va apporter des bienfaits pour la fédération allemande. Puis, c'est déjà quelque chose qui avait été commencé, je pense, au début des années 2000. On avait commencé une refonte du système de formation. Il y a un documentaire là-dessus qui est disponible, dont le nom m'échappe. Un documentaire qui avait été produit en France, si je ne m'abuse, sur la fédération allemande, qui justement traitait de la refonte du système de formation des jeunes, des entraîneurs qui se promenaient en minivan de petite ville en petite ville pour aller voir comment les entraîneurs faisaient le travail, proposer des formations aux entraîneurs, encadrer les jeunes de façon plus intéressante, plus conséquente. Fait que je pense que tout ça, vraiment, le fait de mieux encadrer les jeunes, de rendre le sport plus accessible, puis de rendre le sport plus agréable, c'est quelque chose qui va apporter des bienfaits. Donc, ton micro, Mathieu. Mathieu, ton micro ne fonctionne pas. Tu peux reprendre ton propos au début. Désolé, petite distraction de ma part. Ça fera partie des bloopers de l'émission. Donc, ce que je disais, en fait, c'était que c'est le sport à échelle humaine. Comme on l'aime et comme on l'apprécie, j'ai hâte d'en voir les fruits d'ici quelques années. Et si ça peut suivre ailleurs, ça peut être inspiré d'autres gens, d'autres nations. Peut-être que ça ne nuirait pas. Et je pense aussi que dans d'autres sports, on pourrait aussi s'en inspirer. Anthony, tu mentionnais au niveau de l'enseignement, comment intéresser des jeunes. Je pense qu'il y a quand même des leçons à retenir de tout ça. J'ai un dernier sujet pour vous rapidement pour terminer l'émission parce qu'on ne peut pas conclure sans parler des compétitions européennes. Tout d'abord, d'un côté, au plan négatif, l'élimination du Bayern par Villarreal.
On peut toujours évoquer les déclarations de Julian Nagelsmann, que beaucoup ont considéré comme étant arrogantes, et qui aurait motivé le Villarreal lors de ce match retour après cette première réussite, si on veut, au match aller. En tout cas, ça a été très serré. Finalement, le Villarreal a éliminé le Bayern un peu contre toute attente en quart de finale. Ce qui fait qu'il n'y a plus aucun club allemand en Ligue des Champions. Mais du côté positif, au niveau de la Ligue Europa, on a l'Eintracht Francfort, dirigé par l'Autrichien Oliver Glasner, qui élimine le FC Barcelone, même avec une victoire au Camp Nou. C'est pas peu dire. Et malgré le fait, même si c'est relatif, il y a eu des cartons rouges. Un carton rouge dans chaque match pour un joueur de l'Eintracht Francfort, au match aller et au match retour. Mais c'était vers la fin. Ça veut dire aussi que le Barça, malgré une excellente deuxième moitié de saison depuis l'arrivée de Xavi à la tête du club catalan, ils sont tombés un peu dans le piège du jeu de l'Eintracht Francfort, qui est allé chercher un gain de 3-2 au match retour, entre autres. C'est impressionnant. Mais aussi, il faut parler du Red Bull Leipzig, ou plutôt du RB Leipzig, qui est allé aussi chercher un succès en quart de finale et qui se retrouve également en demi de la Ligue Europa. Quand même, c'est impressionnant. Leipzig qui a éliminé Atalanta avec un match nul à l'aller et une victoire au retour. 1-1 à l'aller, 2-0 au retour. Pour ce qui est donc de l'Eintracht Francfort, match nul à l'aller, 1-1, victoire de 3-2. Donc, ce qui veut dire que l'Eintracht Francfort sera contre West Ham, le club anglais, en demi-finale à la fin avril, tandis que Leipzig affrontera les Rangers de Glasgow. Alors, ça promet en demi-finale. Ça, c'est pour l'aspect positif. Alors, j'aimerais vous entendre à ce sujet-là sur l'élimination du Bayern, mais sur les réussites de Francfort et de Leipzig. David, pour commencer rapidement, là, ton point de vue sur ces deux, si on veut, ces deux chemins parallèles, mais qui n'ont pas mené tout à fait au même résultat. Oui, pour le Bayern, on se souvient de la période Robben Ribéry et on savait que si l'un des deux ou les deux, plus d'autres joueurs n'étaient pas en forme au moment de février, mars, avril, mai, on avait de fortes chances comme c'est 50-50 à ce niveau-là de la compétition, souvent dans les matchs aller-retour, on avait de fortes chances de devoir renoncer au trophée. Et là, c'est un peu ce qui s'est produit cette année, c'est-à-dire que alors, il ne s'agit pas forcément de soucis physiques, encore que, mais c'était un peu les têtes pour certains, pour Gnabry, pour Lewandowski peut-être, pour Sané, pour d'autres aussi, qui étaient un peu éparpillés avec des prolongations de contrats, avec une atmosphère qui, le club l'a lui-même avoué, n'était pas optimale ces derniers temps. Quand on n'est pas à 98, 99, 100% mentalement concerné, quand on n'est pas physiquement parfaitement concerné, quand on n'a pas cette espèce de cohésion d'équipe, on peut échouer. Le Bayern en fait là une expérience assez amère. Moi, pour ma part, je retiens absolument pas les petites déclarations de conférences de presse. Ça, c'est de la mousse médiatique, même si ça peut servir effectivement d'argument. Tu as raison, Mathieu, pour se motiver du côté de Villarreal. Mais je pense que les Espagnols, le fait d'affronter le Bayern était suffisamment motivant de toute façon pour eux. Donc, échec du Bayern à ce stade de la saison, avec des victoires poussives en championnat, des matchs nuls aussi par-ci par-là, et puis en Ligue des Champions, il a manqué que les planètes s'alignent, physique, mentale, collective. On était un peu à côté de ça et ça n'a pas pardonné. Pour les deux autres, c'est amusant. Francfort a réussi à mettre, comme il le fait si souvent dans cette compétition, tous les ingrédients qui permettent de performer en Ligue Europa. La robustesse, la cohésion, la motivation, un peu de talent aussi avec des joueurs comme Borré et Kostic, entre autres, pour n'en citer que deux. Robustesse défensive, un peu de talent en attaque, un peu beaucoup parfois. Et Francfort se qualifie avec les ingrédients qu'il faut pour cette compétition. Il n'a absolument pas à rougir d'avoir sorti le Barça. Je ne sais pas tellement précisément dans quel état est le Barça actuellement. Il a l'air assez malade quand même. Et l'Eintracht Francfort en a profité avec toute sa culture européenne. Et de l'autre côté, le RB Leipzig, lui, n'a aucune culture européenne. Il est en train de la découvrir, cette culture européenne. Et eh bien, ça sera très intéressant de voir le RB avec son dynamisme et son talent contre une vieille équipe de la vieille Europe en demi-finale, les Glasgow Rangers. Là, on aura un choc de culture aussi entre un football plastique, comme on dit de façon méprisante en Allemagne, c'est-à-dire les nouveaux clubs, et un football très traditionnel, très britannique, dans le sens vieillot du terme, avec les Glasgow Rangers. Donc ça va être deux demi-finales très intéressantes, très amusantes. Moi, je me reporte là-dessus
comme suiveur et entre guillemets expert du foot allemand, parce que bien sûr, avec ces deux clubs-là, on a une belle chance d'accéder à la finale. Ce serait une belle récompense et ce serait aussi la manière de dire, messieurs, que le football allemand est quand même un peu compétitif malgré tout sur la scène européenne, malgré l'absence de ces clubs, au-delà des quarts de finale de Ligue des Champions. Et j'irais même jusqu'à dire que Leipzig connaît toute une remontée dans la deuxième moitié de saison. Ils sont maintenant 3e en Bundesliga. Alors, il y a un dénommé, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, Christopher Nkunku, qui tout simplement là, il est au-dessus de la mêlée au moment où on se parle. Alors, c'est toute une remontée, en fait, depuis l'arrivée de Tedesco à la tête de l'équipe. Alors, franchement, chapeau à cette formation. Et maintenant, on va laisser le mot de la fin à Anthony sur ce dernier sujet. Alors, le positif et le négatif des clubs allemands dans les compétitions européennes, mais quand même, une demi-finale avec 2 clubs allemands en Ligue Europa, c'est quand même déjà exceptionnel, même si, de l'autre côté, le Bayern se fait sortir en quart de finale, ce qui a de quoi décevoir. Oui, mais comme le dit David, je pense que les astres n'étaient pas alignés cette année pour le Bayern. Il y a eu des blessures, il y a eu des formes, la forme des joueurs qui étaient, un peu en montagne russe, un peu en dents de scie. On a certains joueurs qui avaient commencé la saison de façon exceptionnelle, qui ont connu des hauts extrêmement hauts, puis maintenant, la forme commence à redescendre un petit peu. Je ne veux pas nommer Leroy Sané, là, pas du tout, mais ça ressemble à ça. Ça commence à devenir une déception, ce joueur. Oui. Mais il avait connu des bons moments au retour des fêtes, puis on dirait que depuis quelques semaines, c'est du néant, là. Je veux dire, même Serge Gnabry, c'est compliqué depuis son retour, puis il avait été absent un petit moment, mais c'est pas facile. Puis même encore, Joshua Kimmich, c'est pas le même Joshua Kimmich qu'on a vu dans les dernières années. Donc, j'espère que c'est pas des soucis de santé trop graves de son côté. C'est surtout depuis ses déclarations, son attitude par rapport à la COVID, là, que ses performances ont décliné un petit peu. Là. Je pense que c'est dans l'ensemble de l'effectif, on a eu des pépins physiques cette année, on a eu des petits problèmes. On ajoute à ça le fait qu'on a un nouvel entraîneur, carrément. Là, je veux dire, on change c'est pas totalement un changement de philosophie, un changement de tactique, parce que le style de jeu de Julian Nagelsmann ressemble un peu à celui d'Hansi Flick, dans le sens où c'est le même genre d'approche par rapport à la pression qu'on met sur l'adversaire, par rapport à maintenir la possession, essayer d'être incisif sur les contres. Mais je pense qu'il faut quand même comprendre que c'est beaucoup d'événements qui sont arrivés cette année au Bayern qui ont fait en sorte que sur un match ou deux, on peut l'échapper parfois. Puis c'est ce qui est arrivé contre Villarreal. Il faut aussi donner du crédit à Villarreal, hein, par contre, parce qu'on l'oublie, là, on parle du Bayern qui est complètement passé à côté, mais Villarreal reste que c'est un club qui a sorti la Juventus cette année et Manchester United. Non, Manchester United était dans le même groupe, bon, bref. Mais quand même, c'est un club qui a fait un excellent parcours jusqu'à date, puis qui a réussi à surprendre plusieurs personnes. Unai Emery fait un travail exceptionnel avec ce club-là, puis est capable d'en tirer le meilleur. Je ne serais pas surpris qu'on soit capable de se rendre en finale de la Ligue des Champions là, du côté de Villarreal. C'est vraiment une saison exceptionnelle pour eux. Ils ont réussi vraiment à bien gérer les 2 matchs, à bien contenir les superstars du Bayern, puis à bien les tenir silencieux. Puis défensivement, c'est un travail impeccable ou presque qu'ils ont fait. Donc, je veux dire, il faut quand même aussi... Oui, le Bayern l'a échappé, mais il faut donner le crédit à l'autre équipe. Puis je pense que l'équipe qui a mieux géré l'ensemble de la confrontation en est sortie vainqueur, puis ça a été Villarreal. Puis pour ce qui est des deux équipes en Europa League, je suis excessivement heureux parce que j'avais mentionné dans un tweet, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu passer la semaine dernière, que le football allemand était malade suite à l'élimination du Bayern, puis à la mauvaise forme du Borussia Dortmund, parce que souvent, quand on pense au football allemand, on généralise avec les deux grands du championnat que sont le Bayern et Dortmund. Mais on se rend compte que de plus en plus, et fort heureusement, il y a des clubs comme le RB Leipzig, comme le Bayer Leverkusen une année sur 3, on va dire. Puis cette année, l'Eintracht Francfort, qui nous avait d'ailleurs habitués à des beaux parcours en Europa League, là, qui avait fait une demi-finale contre Chelsea il y a quelques années. Donc, c'est encourageant de voir des clubs de 4 à 6e, 7e position qui font des très beaux parcours comme ça. C'est vraiment encourageant. Puis ça démontre que la qualité en Bundesliga, somme toute, est quand même assez bien répartie, même si, oui, le Bayern accumule les titres année après année.
on est quand même capable de voir d'autres clubs qui font des beaux parcours dans les compétitions européennes. Puis je pense que n'eût été de les petites hésitations puis la fluctuation de la forme de l'Union Berlin, on aurait peut-être pu avoir droit aussi à un beau parcours de leur part en Conference League. Puis je pense que c'est une question d'expérience aussi. Là. Je veux dire, probablement que si on accumule les qualifications européennes, on va finir par avoir un beau parcours. Là. Je ne peux pas croire que ce club-là ne sera pas capable d'enchaîner avec sa forme dans le championnat. Mais sur le RB Leipzig, belle remontée, comme tu l'as dit, Mathieu, totalement au classement en Bundesliga. Puis Tedesco démontre encore une fois que c'est un entraîneur qui est au niveau tactique excellent. Il l'a toujours été. Avec Schalke, l'avait été. Ça a été plus compliqué ensuite, avant son départ, parce qu'il y avait eu des départs de joueurs, il y avait eu plein de problèmes. Mais en Russie, bon, son parcours n'a pas été parfait non plus, mais ça reste un entraîneur qui, lorsqu'il a les éléments, est capable de produire de très belles choses. C'est un entraîneur excessivement intelligent, qui est jeune aussi, hein, un peu à l'image de Julian Nagelsmann, un peu dans le même type d'entraîneur. Donc, très intéressant ce que le RB Leipzig nous propose cette année. Puis pour ce qui est d'Oliver Glasner et l'Eintracht Francfort, franchement, chapeau. Je veux dire, on l'échappe un peu en Bundesliga cette année. On est 9e au classement. On a encore perdu ce week-end. 10e. Ouais, 10e, OK, on est redescendu à la 10e place. Donc, c'est pas la fin de championnat à laquelle on s'attendrait. Mais si on est capable d'aller chercher une petite finale de Ligue Europa, bon, puis déjà d'avoir sorti le FC Barcelone, je pense que c'est un exploit en soi. Surtout de la façon qu'on le fait, je veux dire, avec les 30-40 000 supporters allemands dans les tribunes. Ça aussi, ça a causé un scandale en Espagne. C'est vrai, ça. J'avais oublié de mentionner ça. C'est un mini-scandale en Espagne. C'est ça qu'il y avait autant de partisans de Francfort au Camp Nou. Aussi, ça m'a surpris. Oui, mais ça démontre encore une fois que le public allemand, les supporters allemands sont parmi les meilleurs au monde, puis ils sont derrière leur club à 100%. Puis c'est des très beaux parcours comme ça qui démontrent que le football allemand est encore à un niveau vraiment excellent. Puis je pense que j'étais un peu à chaud là, quand j'ai fait mon petit commentaire suite à l'élimination du Bayern, mais je pense que si on y pense de façon plus sérieuse, on se rend compte que le football allemand n'est pas mort. Le football allemand ne le sera jamais. Puis c'est un beau championnat qui produit des joueurs de talent exceptionnels année après année, qui a des clubs historiques, qui a fait des beaux parcours dans les compétitions européennes, qui continue à le faire aussi. Donc, vivement une finale toute allemande dans Ligue Europa. On va se le souhaiter. Et comme Anthony a mentionné la question de vie ou de mort, la prochaine émission portera sur cette fin de saison de Bundesliga qui s'achève bientôt. Et il y a beaucoup d'enjeux qui vont se conclure d'ici le mois de mai. On pense aussi bien à la course pour éviter la relégation entre des équipes comme Augsbourg, l'Hertha Berlin, Stuttgart, l'Arminia Bielefeld. Greuther Fürth, dont David a parlé tout à l'heure en début d'émission, je pense que pour eux, les carottes sont cuites. Mais on l'avait un peu prédit en début de saison. Il y a même Wolfsburg qui connaît une saison assez difficile, plus encore que l'Eintracht Francfort, comme quoi la perte d'Oliver Glasner à la tête de Wolfsburg, plus la perte de Wout Weghorst, l'attaquant qui est parti en Angleterre, ça a fait mal à cette équipe. On pourra y revenir. On pourra parler des surprises comme Cologne et Mayence qui sont très bien classés, juste au-dessus du milieu de peloton. Même en fait, Mayence est 9e, sont au milieu tout juste, à égalité avec Francfort au point, mais le différentiel, les avantages au niveau ce qu'on appelle les buts pour, buts contre. Et Cologne qui est 7e et qui vraiment accumule les surprises et pourrait même, à un point derrière l'Union Berlin, aller chercher une place européenne, ce qui serait exceptionnel. Il y a Anthony Modeste qui visiblement s'épanouit avec cette équipe depuis son retour là-bas. Fribourg qui est 5e, qui enfin tutoie l'Europe également, après être passé près 2 fois au cours des 2 dernières saisons. La remontée de Leipzig. Bref, il y aura plein de choses à évoquer pour parler de cette fin de saison en Bundesliga au cours de la prochaine émission. Mais d'ici là, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette copieuse émission. Les sujets, encore une fois, ne manquaient pas et ce sera le cas pour cette fin de saison d'ici un mois. Et ce sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai. Merci encore une fois infiniment pour votre participation. Je vous laisse juste le dernier mot pour terminer. Merci Mathieu et bonne fin de saison à tous. Je suis d'accord avec Anthony. On espère, ça serait sympa parce que ça nous rappellerait les souvenirs de 2013, Dortmund-Bayern. Bon, pour les supporters de Dortmund, c'était pas le meilleur souvenir peut-être. Ça nous rappellerait une finale en tout cas 100% allemande. Ça serait bien d'avoir les 2 clubs de Ligue Europa. Ça serait un puissant symbole.
en finale. Oui, puis ça serait, ça ajouterait aussi une équipe allemande en Ligue des Champions pour la saison suivante. Hein. C'est pas quelque chose qui est à négliger quand même. Donc, mais oui, très content d'avoir discuté de tout ça avec vous aujourd'hui, messieurs. Puis vivement une fin heureuse de championnat, puis du beau spectacle encore dans le football allemand. Oui, et on évoquera aussi peut-être un petit peu lors de la prochaine émission en filigrane le classement du foot féminin et aussi la deuxième division. David avait parlé tout à l'heure de Werder Bremen. Il y a une course aussi pour la qualification pour ce que j'appellerais la promotion, bien sûr, pour la saison prochaine. Le Werder Bremen, donc, qui pourrait effectivement revenir après être descendu dans les circonstances que l'on sait qu'on a largement évoquées. Bref, qui pourrait revenir en Bundesliga 1. On aura l'occasion d'en discuter d'ici un mois. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouvera d'ici là. Pour nous suivre, bien sûr, vous avez le compte YouTube par lequel cette vidéo diffusion est diffusée. Pour ce qui est du podcast, c'est via le Cannes Football Club Plus et toutes les plateformes comme iTunes, Deezer, Podcast Addict, Google Art Radio et j'en oublie, il y en a plusieurs. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles. Comme on dit d'ailleurs sur les podcasts à Eurosport, si vous nous laissez des étoiles, laissez-nous une bonne note parce que ça ne sert à rien. Une mauvaise note, je les cite. J'ai trouvé ça drôle. Bref, ce sera donc avec grand plaisir que aussi on accueille vos questions. On essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. Et on vous encourage donc à nous suivre, à vous abonner si ce n'est déjà fait à la plateforme du Cannes Football Club Plus. On se retrouve donc d'ici un mois et d'ici là, portez-vous bien et on se dit donc à très bientôt. Ciao!